Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Entrepreneurs sans limite. Vous êtes ici au webinaire numéro 4. Mon nom est Coach Devender Gupta et nous sommes justement au 4e webinaire de cette série de 6 webinaires qui fait l'exploration de différents outils que vous pouvez utiliser, des concepts que vous pouvez utiliser pour développer votre confiance, votre conviction et votre courage à foncer dans vos projets d'affaires. Et aujourd'hui, et bien pour les 2 prochains webinaires, nous allons changer un peu de direction en termes de vous équiper avec vraiment des outils pratiques. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes dans des situations où vous sentez que les obstacles qui sont devant vous, les situations qui sont devant vous, vous freinent complètement? Comment réagir, comment répondre à ces situations-là qui causent du stress, qui fait en sorte que vous perdez votre confiance et que vous perdez votre conviction pour aller vers l'avant dans votre projet d'affaires. Ce soir, ma collègue et co-créatrice de l'expérience Entrepreneurs sans limite, Sylvie Boisvert, va vous présenter c'est quoi le stress et comment ça peut être quelque chose qui vous arrête, mais aussi comment développer des outils pour retrouver vos énergies et aller au-delà du stress. La semaine prochaine, Sylvie vous présentera un webinaire sur comment changer votre perspective, comment voir la situation dans laquelle vous êtes autrement pour justement aller chercher les réponses qui vont vous aider à aller au-delà des obstacles que vous vivez dans votre projet d'entreprise. Donc, ce que j'aime de Sylvie, puisqu'elle amène Entrepreneurs sans limite, c'est que Sylvie, sa passion, c'est d'aider les gens à vraiment vivre le bien-être et de développer leur performance. Donc, elle a une expérience dans la PNL, elle a une expérience dans une technologie qui s'appelle aussi le HeartMath, je pense qu'elle va mentionner brièvement ce soir un peu pour vous présenter un outil vraiment pratique pour vous aider à vaincre votre stress, pas seulement le contrôler, mais vraiment aller au-delà du stress et de retrouver votre énergie pour foncer. Puis ça, ce sont des outils essentiels pour votre succès d'entrepreneur. Je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait, à considérer à venir nous voir le 26 et 27 novembre 2011 ici à Québec pour le week-end Entrepreneurs sans limite, où est-ce que vous allez avoir l'occasion de voir Sylvie en personne, de travailler avec elle de façon directe. Et j'espère que ce soir, le contenu qu'elle va partager avec vous va vous mettre l'eau à la bouche justement pour ce week-end-là. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Coach Sylvie Boisvert. Oh, wow! OK. Alors, merci beaucoup, Davender, pour cette belle introduction. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là parce que ça me fait grand plaisir de pouvoir vous entretenir de ma passion qui est vraiment, comme l'a dit Davender, comment on fait pour faire face à ce stress-là qui est omniprésent et pour faire en sorte qu'on peut le transformer pour qu'au lieu qu'il nous nuise, ça devienne un avantage pour nous. Donc, avant de continuer, je voudrais juste bien vérifier que tout le monde m'entend bien. Si vous voulez juste m'envoyer une petite note. OK. Parfait. Et puis, juste par curiosité aussi, parce que je vois l'image un petit peu saccadée. Au niveau de l'image, est-ce que ça coule? Est-ce que c'est fluide pour vous au niveau du vidéo? Bon, ben, coudonc. Fait que je vais arrêter de me chercher quelque chose pour me stresser, justement. Puis je vais, je vais aller dans le vif du sujet. Alors, la façon dont ça va se dérouler ce soir, c'est qu'on va regarder ensemble, avant de réussir à aller vaincre ce stress-là, bien,
on va se familiariser en fait avec, le mot qui me vient à l'esprit, c'est comme on dit, avant d'aller combattre un ennemi, il faut apprendre à le connaître. Sauf que personnellement, c'est un mot fort que je veux pas tellement utiliser parce qu'en fait, c'est notre perception à nous du stress. Donc, on va aller se familiariser avec quelques facettes du stress. Par la suite, on va aller voir ensemble c'est quoi les sources du stress? Où j'attrape ça, moi, ce virus-là, et de quelle façon? Ensuite, je vais vous expliquer concrètement, d'une façon bien vulgarisée, comment ça se passe, le stress dans le corps. Parce que juste le fait de savoir ça, comment ça se passe, souvent, on vient démystifier, puis ça nous permet de mieux comprendre. Et aussi, ça va vous permettre de mieux assimiler, de mieux intégrer les outils que je vais vous présenter par la suite. Donc, après avoir pris connaissance de comment ça se passe, le stress dans notre corps, on va aller voir d'une façon très concrète. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, c'est bien le fun des concepts, là, mais j'aime pas beaucoup, moi, le pelletage de nuages. Là. Quand j'enseigne quelque chose ou quand je peux avec mes gens en coaching, ce que j'aime, et moi-même, quand j'apprends plein de choses, c'est de savoir, c'est beau ce que vous me dites, mais pratiquement dans la vie, comment ça se fait, comment moi je fais ça. C'est ce qu'on va aller voir ce soir. On va aller voir des façons très concrètes d'aller transformer le stress. Et puis, par la suite, bien, je me suis permis de rajouter un petit bout de c'est quoi un peu ma version à moi d'avoir une hygiène de vie saine qui va pouvoir contribuer à vous accompagner tout au long. En fait, vous ferez bien ce que vous voulez, mais quand on a une certaine philosophie de vie ou une certaine hygiène de vie, bien, ça peut nous aider en plus des outils que vous allez avoir, à traverser toutes les aventures au quotidien avec leur lot d'imprévus d'une façon encore plus sereine. Donc, sans plus tarder, plongeons. Alors, j'aime bien commencer avec une citation de M. Hans Selye, qui a été en fait le pionnier des études sur le stress, comme vous le voyez. Alors, M. Selye a dit, ce n'est pas le stress qui nous tue, mais c'est notre réaction à celui-ci. Fait que c'est beau de lire ça, mais allons plus loin pour voir, bon, d'accord, si c'est pas le stress qui nous tue, ben j'aimerais bien ça savoir d'une façon plus précise, c'est quoi au juste, parce que ça devient même un certain concept, le stress. Donc, je me suis un petit peu amusée aussi en faisant la présentation en disant, ben, c'est quoi au juste cette fameuse maladie du siècle-là? Quand je parle de maladie du siècle, c'est intéressant aussi de savoir que le mot stress est un des mots qui n'a pas besoin d'être traduit dans plusieurs langues. Juste à dire le mot stress, on sait, les gens savent tout de suite à quoi ça fait référence. On dit aussi que 80% des consultations médicales, c'est lié au stress. Bon, alors, et le stress, en fait, ne cause pas la maladie, mais quand on s'y prend de façon maladroite pour le gérer ou quand on ne sait pas comment le gérer, bien, ça prépare le terrain. C'est pour ça que j'ai pris cette expression-là. Donc, c'est quoi au juste le stress? Je dirais que c'est tout événement qui va déstabiliser, qui va nous déstabiliser, qui n'est pas prévu ou qui vient défaire un peu l'équilibre qu'on peut ressentir. Si vous regardez l'image, la diapositive que vous voyez à l'écran, on est dans notre zone de confort et tout ça, puis whoop, arrive un événement qu'on appelle une alerte. Alors là, on devient un peu déstabilisé. On va aller voir plus loin d'où viennent ces fameuses alertes-là. Et la première chose que le corps va faire, il va se mobiliser pour rétablir l'équilibre. On appelle ça le mot scientifique, en fait, l'homéostasie. Dès qu'il y a un déséquilibre à quelque part, donc dès qu'il y a un élément stressant, tout le corps, on va tout se mobiliser pour rétablir l'équilibre. Et donc ça, c'est le stress. C'est tout événement qui peut se produire et c'est notre réaction à celui-ci qui vient nous déstabiliser. Bon, maintenant, j'aime bien parler aussi du bon stress et du mauvais stress. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quand je donne mes formations ou quand je suis avec les gens, qui me disent « Ouais, mais Sylvie, du stress, là, il y a du bon stress puis il y a du mauvais stress. » Je vais vous dire ça, la façon dont moi je vois ça.
quand on se lève le matin, hein, on a tous un certain niveau d'énergie physique, émotionnelle et mentale. Fait qu'on se lève le matin puis on part avec cette énergie-là. Et dès qu'arrivent les événements de la journée qui vont dépendre des choix qu'on fait, de nos valeurs, on va le voir plus loin. Donc, chaque événement qui arrive au cours de la journée va soit baisser notre niveau d'énergie ou le maintenir tel quel, ça nous fera ni chaud ni froid, ou encore ça va nous nourrir, ça va faire augmenter notre niveau d'énergie. Donc, à la lumière de cette explication-là qui est très simple, c'est que dès que notre réaction face à un événement vient nous perturber et nous nuire, donc nous vide de notre énergie, ben c'est un mauvais stress parce qu'il ne nous rend pas service. De l'autre côté, dès qu'on a un stress qui vient nous nourrir, donc c'est un bon stress parce que ça nous sort de notre zone de confort, puis ça nous amène à aller au-delà de ce qu'on est capable de faire ou un petit peu plus loin. Puis la fois d'après, ben, notre zone de confort est agrandie, puis c'est comme ça qu'on peut évoluer ou progresser. Un exemple, voyez-vous, ce soir, d'avoir à faire le webinaire, bien, c'était pour moi quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Et par contre, ce que ça m'amène, ça me nourrit. Parce que ça m'amène à dire, bon, ben, tu parles de ta passion d'une façon différente, fait que ça m'amène à me dépasser ce soir pour vous. C'est mon premier webinaire, puis ça fait toujours drôle de, pour être tout à fait transparente avec vous, de parler, puis en même temps de ne pas avoir le feedback que je suis habituée d'avoir quand je donne des formations du coaching live. Mais ça, ce stress-là, ce soir, il me nourrit. Donc, voyez-vous la différence? Et donc, à la lumière de ça, c'est pas compliqué. Notre niveau d'énergie, quand on sent qu'il y a des fuites d'énergie, c'est sûr qu'il y a différents degrés. Hein? Ça peut être ponctuel, puis après ça, ça revient. Puis des fois, ça devient un peu plus présent ou chronique. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Je vais faire une parenthèse ici, juste pour vous dire, parlant de feedback, si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour me les écrire ou s'il y a quoi que ce soit, je vais tâcher de les lire au fur et à mesure. Sinon, soyez assurés que je vais y répondre soit un petit peu plus tard ou à la fin si je ne peux pas le faire en live sur le coup. D'accord? Donc, je vous ramène à l'image qu'on voit. Donc, il y a une phase d'alerte. Ça ici, ce que vous voyez, ce sont les 3 phases du stress. Donc, il y a la phase d'alerte, arrive un événement qui nous sort de notre zone de confort. La deuxième phase, c'est la phase qu'on fait de résistance. C'est la période où on dit, ben voyons donc, là, je suis plus fort que ça, je suis plus forte que ça, je suis capable. Si on pense des fois à un nouveau défi qui nous attend, puis on se dit, c'est un coup à donner, là, puis à un moment donné, on va voir la lumière au bout du tunnel, puis on va en ressortir grandi. Donc ça, c'est la phase de résistance. Et quand on est capable le corps, les émotions, quand tout notre nous, tout ce qui nous, tout ce dont on est fait, quand on est capable de bien s'adapter à ça, la phase de résistance s'efface et ça redevient une situation qui pour nous n'est plus stressante. Mais si ça continue, par exemple, là, on va aller à l'étape 3. Voyez-vous, on a l'alerte, on a la phase de résistance. Et quand on est toujours, là, je vais prendre une expression typiquement québécoise, là, ça accroche, là, ben là, arrive à un moment donné la phase qu'on appelle d'épuisement. Parce qu'on va voir tantôt, le stress demande tellement au niveau énergie qu'à un moment donné, on puise dans nos réserves, puis à un moment donné, on n'en a plus de réserves. Et c'est là qu'on dit, j'en peux plus, je suis complètement épuisée. Et rendu là, souvent on se dit, tu sais, non seulement il n'y a plus de lumière au bout du tunnel, mais moi j'ai l'impression d'être dans un tunnel, puis la seule lumière que je peux voir, j'ai même peur, ça va être le train qui va m'arriver dessus. C'est un peu caricaturé, mais c'est souvent comme ça que les gens vont s'exprimer dans ces situations-là. Donc, alors voilà pour quelle est cette maladie du siècle. Allons voir maintenant ensemble. OK, bon, j'ai dit, ça s'attrape comment, ce espèce de virus-là? Et j'ai appelé ça, pour les besoins de la cause, ça n'a aucune source médicale, allez pas en chercher sur Internet, c'est vraiment de mon invention pure, le virus SFB. S pour source, F pour facteur
Et B, on va s'attarder un petit peu là-dessus pour nos boutons déclencheurs. Donc, quand on parle des sources, les experts s'entendent pour dire qu'il y a au fond deux grandes sources de stress. Mais de ces sources-là découlent des centaines et des milliers de facteurs. Là, vous voyez là, les ramifications. Mais les deux grandes sources, c'est des problèmes au niveau de la perception et ce sont aussi des problèmes de communication. Aujourd'hui, on va plus s'attarder au niveau de la source du problème de perception. Quand je parle de perception, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, tout ce qui arrive comme événement, en soi, l'événement est neutre. C'est comment on va réagir à cet événement-là qui vient faire toute la différence. Un exemple concret, vous croisez soit au bureau ou lors d'une réunion quelqu'un que vous connaissez bien, puis la personne passe à côté de vous puis ne vous salue pas. Donc, vous pouvez dire, mon Dieu, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit être ça que j'ai dit hier. Puis déjà, comme je ne me trouvais pas trop sympathique, là, j'ai dû faire quelque chose. Puis voyez-vous le hamster, le cinéma mental qui embarque là-dessus. Puis, vous pouvez avoir votre voisin à vous qui, lui, va réagir en disant, ben mon Dieu, la personne n'est pas dans son assiette aujourd'hui et c'est tout, elle ne sera pas perturbée par ça. Et ça va même une fois, je donnais un séminaire, puis il y a une personne qui m'a dit, oui, mais la perte de quelqu'un, c'est toujours bien pas neutre, ça, Sylvie. Et là, ça fait drôle de vous dire ça, mais oui, la perte de quelqu'un est neutre. Parce que pour vous, il y a un lien affectif, donc ça peut vous affecter beaucoup, mais que cette personne-là soit, par exemple, si c'est un décès, puis il y a une personne qui n'est pas de la famille, c'est le même événement. Donc, je veux juste vous illustrer ce que je veux dire par un événement neutre. Et des problèmes de communication, parce que souvent, je dis toujours que la communication est un art fragile. Et quand on ressent un certain stress, déjà quand on n'est pas stressé, c'est pas évident de bien communiquer. Puis voyez toutes si vous prenez juste une petite minute de réflexion pour voir dans votre entourage les gens avec lesquels vous êtes plus ou moins à l'aise pour communiquer. Puis des fois, vous êtes à l'aise avec la personne, mais c'est ce que vous ressentez que vous ne savez pas trop comment communiquer. Donc ça aussi, c'est de l'autre grande source de stress. Ça va pour ça? Donc, je continue. L'autre, après, arrivent trois grandes familles de facteurs. Des facteurs de stress. Alors, pour vous résumer ça, il y a les grands événements de la vie. On parlait tantôt, le décès, une naissance, un mariage, une séparation, déménagement, changement d'emploi, des grandes décisions. Tout ça, ce sont des grands événements ponctuels qui nous arrivent et on dit que ces événements-là, ils sont plus faciles à gérer en ce sens que des fois, c'est comme une crise dans sa vie là, ou un événement qui nous déstabilise, mais comme c'est gros, des fois, on a pu le voir venir, s'y préparer, ou des fois, on peut en parler et c'est plus facile de passer à travers. Fait que ça, c'est pour les gros événements. Il y a même sur Internet une échelle. Le nom m'échappe, là, je pourrais peut-être vous revenir là-dessus, une échelle qui vient mesurer ces grands événements-là sur une échelle de 1 à 100 pour ces grands événements-là, pour voir le niveau de stress à cette échelle-là. Maintenant, le deuxième facteur, c'est des tracas quotidiens. Alors, quand je parle de tracas quotidiens, on se lève le matin, on a des enfants, ça se passe pas comme on voudrait, il y a le trafic, il y a l'avalanche de courriels qu'on reçoit. Donc, il y a à chaque jour des petits événements comme ça. En fait, petits, il y a chaque jour des événements comme ça. On appelle ça nos tracas à tous les jours. Alors, ça, c'est plus pernicieux un petit peu parce que c'est comme l'image qui me vient à l'esprit. C'est comme, tu sais, quand on est toujours bombardé de petites choses, là, au début, c'est pas si pire, mais après ça va faire. Là, on a envie de dire, ça va faire, la cour est pleine. Fait que c'est un exemple de ce que je veux dire par ça. Et le dernier facteur, c'est ce qu'on appelle des stresseurs chroniques. Alors, un stresseur chronique, c'est que c'est tout le temps là, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un environnement bruyant,
dans un environnement où il n'y a pas de fenêtre. Hein. Il y a la maladie, par exemple, quand on a une maladie chronique, le nom dit bien. Donc, il y a des événements qu'on a, comment je peux dire, qui sont toujours avec nous. On va jamais de break de ça. C'est tout le temps là. Et ça aussi, c'est l'addition de tous ces événements-là, en fait, plus que les grands événements. C'est beaucoup l'accumulation des tracas quotidiens puis des stresseurs chroniques qui ont plus d'effets dommageables et pernicieux. La troisième souche du virus, tant qu'à parler en langage médical, et c'est ce que j'aime et je m'attarde en fait, j'aime bien les autres, mais c'est ce que je trouve très révélateur aussi, c'est ce que j'appelle les boutons déclencheurs. Et quand on est en atelier ou quand je suis en coaching, je vais passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est très important de les reconnaître. Et ça se fait pas comme ça. Là, moi, ce soir, ce que je fais avec vous, mon intention, c'est de vous en informer pour vous sensibiliser. Vous allez avoir des pistes de réflexion. Et à la fin du webinaire, ceux qui le désirent comme préparation ou continuité, vous allez pouvoir faire l'inventaire de ça. Par bouton déclencheur, la première chose que vous voyez ici, ce sont les attentes. Quelles sont mes attentes à moi? C'est quoi mes attentes au travail? C'est quoi mes attentes dans ma famille? C'est quoi mes attentes face à ma nouvelle entreprise que je veux démarrer? Un exemple d'attente, commencer la phrase moi, par exemple, au travail ou dans mon entreprise, je m'attends à ce que. Alors, je m'attends à ce que les tâches soient réparties équitablement. Je m'attends à être capable de faire le bout d'administration, le bout de développement d'affaires. Tu sais, des fois, quand on part, ben, je m'attends à être capable de tout faire moi-même. Je m'attends à, si j'ai un associé, bien qu'on communique bien entre nous, puis je m'attends à ce que si j'ai quelque chose à faire, qu'on me donne un mandat, que ce soit clair. Fait que la liste peut continuer là pendant plusieurs pages. Donc, pour ça, demandez-vous c'est quoi vos attentes. C'est pareil, c'est intéressant de faire l'exercice aussi à la maison. Ou c'est quoi mes attentes à la maison? Ben, je m'attends à ce que mes enfants viennent manger dès que je leur dise, qu'ils ne fassent pas plus standard de vidéos, puis mes attentes face à mon conjoint, que le partage des tâches, etc., etc. Pourquoi qu'on appelle ça des boutons déclencheurs? C'est que vous allez voir que les attentes, en fait, et ça, c'est sans parler des attentes qu'on a face à nous, là. Parce que demandez-vous ça aussi, c'est quoi mes attentes face à moi? Ben, moi, je m'attends à ce que je sois pleine d'énergie, à ce que je réussisse, à ce que je fasse le moins d'erreurs possible, puis là, vous me voyez venir. Et souvent, pourquoi on appelle ça des boutons déclencheurs? Ben, en fait, c'est que ça se passe souvent au niveau inconscient. Puis c'est ce qu'on ne se rend pas compte qui nous déclenche. Puis après, on dit, voyons donc, comment ça que j'ai passé tant de... Comment ça que j'ai réagi comme ça? C'est parce que c'était inconscient. Mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'on monte ça, qu'on en prend conscience, là, vos attentes, vous allez être en mesure de dire, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est nécessaire? Vous allez être en mesure de vous réajuster. Puis, si vous y tenez vraiment, si pour vous, par exemple, au travail avec votre associé ou vos employés, vos attentes, c'est que la communication soit claire, puis que ça, à ce moment-là, si c'est important, ça devient une valeur. On le voit un petit peu plus loin. Les valeurs, là, c'est qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Par exemple, moi, Sylvie, une des valeurs importantes pour moi, c'est l'autonomie au travail. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à mon compte, mais si j'avais à avoir un emploi du temps qui m'enlève toute autonomie, un partenariat qui m'enlève de toute autonomie, c'est pas compliqué, je vais m'éteindre, puis ça marchera pas. Fait que c'est important aussi je saute tout de suite aux valeurs, c'est important de faire l'inventaire de vos valeurs. Est-ce que c'est l'autonomie? C'est-tu le travail d'équipe? Allez voir qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que souvent, quand on ressent un stress, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'on vit présentement. Si vous travaillez 80 heures semaine, puis que pour vous, une valeur importante, c'est d'être proche de votre famille, c'est un exemple qui démontre bien ça. Vous voyez bien qu'il y a un écart entre une valeur importante pour vous
et la situation dans laquelle vous vivez. Et ça enlève beaucoup d'énergie, même si on n'a pas toujours ça en premier plan, c'est toujours là, ça nous travaille. Donc, voilà pour les attentes. Déterminez vos valeurs. Les croyances, maintenant, les croyances, c'est, bon, dites, bon, ben moi, là, quand je pense, par exemple, quand je pense à être entrepreneur, quand je pense à l'entrepreneuriat, je pense quoi? Ben moi, je pense que j'en ai pour 5 ans, par exemple, à pratiquement pas avoir de vie privée. OK, ça, c'est une croyance. Toutes les je pense. Fait que pour aller faire l'inventaire de vos croyances, dites-vous, bon, quand je pense à tel domaine de ma vie, je pense à quoi? Quand je pense au développement d'affaires, qu'est-ce que je pense? Ben moi, je pense que le développement des affaires, c'est achaler du monde, là, puis moi, quand on m'appelle, j'aime pas ça. Fait que là, voyez-vous, c'est une croyance. C'est une croyance que pour vous, le développement des affaires, c'est comme aller achaler du monde. OK, maintenant, c'est juste un exemple, soit dit en passant. Maintenant, une fois que j'ai une croyance, demandez-vous, dans le contexte d'entrepreneuriat, est-ce que c'est une croyance qui m'aide ou c'est une croyance qui me nuit? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance. Il y a des croyances qui nous aident dans certains contextes et des croyances qui nous nuisent. Et souvent, il y a des croyances qu'on n'a pas conscience qu'on a. Un petit exemple très rapide, parce que je vois le temps qui passe, on a encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Quand, à un moment donné, moi, je sais pas, il y a un mois, je me demandais, Sylvie, tu fais ce qui te passionne le plus, mais pourquoi tu ne produis pas plus que ça dans ton travail créatif, etc. Puis, j'ai été à l'écoute de ce qui montait en dedans. Vous allez voir comment faire tantôt. Puis, imaginez-vous que j'ai réalisé, ma foi, réfléchir, c'est fatigant. Aïe, aïe! Quand ça s'est monté, j'ai dit réfléchir, c'est fatigant. Où c'est que j'ai pris ça, moi, cette croyance-là? Où c'est que j'ai attrapé ça? Mais c'est inconscient. Mais une fois que j'en ai pris conscience, ça n'a pas pris 3 mois à changer ça, là. Je me dis, bon, est-ce que ça m'aide ou ça me nuit? Puis en me nuisant, j'ai consciemment pu choisir une autre croyance. Alors, faites l'inventaire de vos croyances. J'enchaîne avec les jugements. Quand on va juger, tu sais, vous, tantôt, quand vous m'avez vu arriver, là, vous vous êtes fait une idée de moi, là. Tout de suite, là, il y avait une impression, il y a des choses que vous vous êtes dit. Puis c'est comme ça, à chaque fois, l'être humain est fait pour juger, parce que c'est ce qui fait qu'on est encore en vie. Sauf que, quand vous voyez que vous jugez, vous mettez une étiquette. Donc, remarquez toutes les fois où vous jugez, puis essayez de le transformer en évaluation objective des faits. Une évaluation des faits vous enlèvera pas d'énergie, vous constatez des faits. Un jugement, si vous voyez quelqu'un que vous savez qu'elle, excusez-moi, quand elle vient vous voir, elle en a pour une demi-heure, vous dites ça finit jamais ces histoires, ça n'a pas de fin, ben tout de suite avant qu'elle arrive, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, vous avez porté son jugement sur elle. C'est une grande fuite d'énergie, puis ça vient vous nuire aussi au niveau de la communication. Et ça, c'est sans parler des auto-jugements, hein, parce que des fois, et de notre critique intérieure, des fois, si notre meilleur ami nous parlait comme on se parle nous-mêmes, ben on lui dirait, c'est-tu une amie comme toi, je n'ai pas tellement besoin, on va être un petit bout de temps sans se voir. Je pense, hein, quand on dit, moi j'avais une cliente qui se disait, c'était une Française, puis elle disait, moi je m'appelle Miss Cata, Miss Catastrophe. Fait que faites attention aussi au jugement que vous portez sur vous et à comment vous vous parlez. Puis je vous dirais d'être bienveillant envers vous, comme on l'est envers un enfant, hein, qui arrive avec toute sa candeur. C'est aussi, donc, comme faites ces exercices-là, je vais enchaîner parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. J'aimerais bien là, connaître le secret pour arrêter le temps. Donc, je continue. L'effet de tout ce que je viens de vous parler, l'accumulation de ça, les effets secondaires du virus, c'est que ça va générer de la colère, de la frustration, de l'irritabilité, de la rancœur, du ressentiment aussi envers des situations, des personnes. Des fois, on va cultiver le sentiment de ne pas être apprécié non plus, puis ça va tout colorer, si vous voulez, les situations où ça fait partie de nous, là, on ne se sent pas apprécié, c'est pas compliqué, on m'apprécie jamais. Le sentiment de culpabilité aussi, c'est quelque chose qui
qui s'installe, puis qu'à un moment donné, comme quelqu'un qui arrive chez nous, puis après ça, il s'installe, on y fait même plus attention, mais il nous lâche plus. Le sentiment aussi de se sentir dépassé, qu'on a l'impression que ça prend tout pour se garder la tête en dehors de l'eau, là, tu sais, puis ça prend pas grand-chose. On se sent fragile, sans parler des peurs, des inquiétudes, des anxiétés. Fait que ça, c'est l'ensemble des effets secondaires. Et quand ça s'accumule, comme des petits cailloux que vous voyez sur l'image, imaginez ça dans un sac à dos. Quand je fais une formation, je me promène avec mon sac à dos lourd. Les perceptions, c'est comme des lunettes brunes. Et tous les auto-jugements, mes croyances, mes attentes, c'est comme si je me mettais un bandeau serré autour de la tête. Imaginez-vous que vous traversez la vie avec le bandeau serré, les lunettes noires, le sac à dos pesant. C'est le fun pour une randonnée le samedi matin, là, mais traverser la vie comme ça, c'est fatigant. Donc ce qu'on est en train de faire ensemble, ce sont des prises de conscience. Parce que c'est avec les prises de conscience après vous pouvez accueillir ce qui est là, puis après ça, dire, attends un petit peu, toi, Gabin, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et bien sûr, sous-jacent à tout ça, quand on ressent un stress, c'est toujours qu'on a un certain sentiment de perte de contrôle, qu'on va en échapper, et c'est là qu'on arrive là tantôt dans la phase d'épuisement. Ça va? OK. Je vais revenir maintenant, là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon corps et je vais vous faire vraiment un résumé très simple. Cette image-là, pour ceux vous étiez là au dernier webinaire, Davender en avait parlé en faisant référence, par exemple, aux lézards, aux signes noirs et à ce qui nous freine. Moi, je vais y aller un petit peu plus anatomique pur, juste pour vous dire que le cerveau, on a 3 cerveaux. Le premier, le reptilien, lui, il est responsable des fonctions primaires. Par exemple, l'instinct de survie, manger. Si on avait juste ce cerveau-là au restaurant, on se garocherait dans la cuisine au lieu d'attendre qu'on vienne nous servir. Donc, c'est le premier cerveau. Après est arrivé le siège des émotions. Et si j'en parle, c'est qu'on appelle ça cerveau limbique, c'est que souvent, et c'est ça qui est tricky, là, qui est traître, c'est que vous allez voir tantôt comment transformer nos émotions. Souvent, l'émotion arrive plus vite que la pensée. On se dit, ben voyons donc, j'ai rien vu venir. Tu sais, comme je parlais des boutons déclencheurs tantôt, mais le bouton déclencheur, une fois qu'on a pesé dessus, puis dépendant de notre état d'esprit, puis de jusqu'où on a les nerfs à fleur de peau, ça part. Ça, c'est tout simplement parce que chaque fois que vous vivez un événement, avec ce cerveau-là va faire le match entre l'événement puis l'émotion que vous ressentez, que ce soit une émotion positive ou négative. Et plus le match est fort, l'émotion est forte, tout est ancré là. Fait que si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous fait penser à une personne que vous détestez, puis vous rencontrez une nouvelle personne qui vous fait penser à ça, là, votre cerveau limbique, c'est comme un écran radar d'avion. Là, lui, il se promène tout le temps, puis là, il dit comme danger, danger. Puis là, tout de suite, vous êtes biaisé, puis ça fait monter une émotion qui souvent n'a pas rapport avec la réalité. Et c'est pareil pour, par exemple, une chanson que vous allez écouter qui vous remet dans un bel état d'esprit. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'aller faire du renforcement sur les événements positifs avec les émotions positives versus le négatif. Là, c'était juste pour vous illustrer pourquoi souvent l'émotion est plus vite que la pensée. Et le troisième cerveau, qui est le cerveau, le cortex, celui qui est le cerveau de la stratégie, de la pensée. Lui, c'est le cerveau, si vous voulez, le plus récent. Et vous allez voir tantôt, j'y arrive, pourquoi quand on est stressé, dans le fond, que le hamster, on n'est plus capable de l'arrêter puis qu'on n'est plus capable de réfléchir, tu sais. Il nous arrive tous une situation à un moment donné, puis après, on dit, le lendemain, on dit, ah ben, tabarouette. C'est ça que j'aurais dû faire ou c'est ça que j'aurais dû répondre. C'est parce que là, le stress est baissé, puis là, vous reprenez possession de tous vos moyens. OK? Maintenant, fait que ça, c'était juste pour vous expliquer les trois cerveaux, revenir un peu là-dessus. Et là, ce que je vais voir avec vous, c'est encore très vulgarisé, qu'est-ce qui se passe quand, dans le fond, c'est la relation entre l'émotion stressante, le cœur, le système nerveux et le cerveau. Bon,
Mettons que vous prenez deux horloges grand-père et que les pendules battent, se promènent, se balancent plutôt, mais ne sont pas synchronisées. À un moment donné, ils vont se synchroniser ensemble et ils vont se balancer au même rythme. On le voit avec les métronomes, on le voit aussi, on appelle ça la loi d'entraînement, les vols d'oiseaux, la synchronisation. Quand je ramène ça à notre corps, le rythme le plus fort, c'est le rythme cardiaque. Imaginez que c'est fort ce que je vous dis là. Ça veut dire que tous nos rythmes digestifs, hormonaux, immunitaires, nerveux vont se synchroniser à notre rythme cardiaque. Donc, et le premier indicateur de mesure de stress, c'est la variabilité du rythme cardiaque. Donc, je ressens une émotion, je suis sortie de ma zone de confort, par exemple, là, je ressens une émotion de frustration ou un stress. Mon cœur se met à battre. C'est pas le pouls, c'est vraiment la vitesse de battement de cœur. Mon cœur se met à battre d'une façon beaucoup plus chaotique. Regardez où c'est rouge sur l'image. Le système nerveux autonome entre les deux le sent, entre le cœur et le cerveau, il dit, mon Dieu, il y a du danger. Il envoie un message de danger dans le corps et là, le corps réagit en envoyant des hormones de stress, dont l'adrénaline, entre autres, et le cortisol. L'adrénaline, on le sent, hein, c'est quand on fait ce qu'on a à faire, là, puis à la fin, on dit, mon Dieu, comment j'ai fait pour passer à travers de la journée, de la semaine, de cet événement-là, de cette année-là, etc. On le sent, la poussée d'adrénaline. Le cortisol, c'est plus insidieux. Et lui, dépendant du degré de stress, il va rester là en permanence, à des degrés plus ou moins élevés. Puis la fonction première du cortisol, c'est de nous maintenir en vie. Parce que le stress, au départ, c'est fait pour mobiliser notre corps, hein, pour dire je fuis ou je bats. Je fuis ou je me bats. C'est pour ça que le corps se mobilise comme ça. Et je reviens au cortisol. Une des fonctions premières du cortisol, c'est de nous empêcher de penser. Parce que s'il arrive un ours devant vous dans le bois, c'est pas le temps de commencer à réfléchir s'il est affamé, si c'est une maman, puis si le petit est pas loin, là, tout de suite, c'est action-réaction. Et deux, le cortisol va... c'est pour ça aussi, si je fais le lien, quand on a une situation stressante, qu'on a l'impression de tourner en rond puis de ne pas voir d'issue parce qu'on n'est plus capable de penser. Et aussi, le cortisol va réduire notre champ visuel et va affecter notre coordination motrice. C'est pour ça, des fois, on fait plus d'accidents, on est plus sujet à des accidents quand on est en période de stress. Et les golfeurs ressentent beaucoup ça, moi. Les gens que je coach au golf, là, dès que tu ressens un stress, là, ça a un effet sur ton champ visuel, ta coordination motrice, ils le sentent encore plus. Bon, on va voir, donc si vous regardez ici, c'est ce que je disais, la variabilité, le système nerveux autonome entre les deux, puis le message qui se rend au cerveau avec les hormones de stress. J'espère que vous me suivez toujours. Maintenant, je vais juste vous expliquer brièvement le cœur. J'appelle ça le rôle étonnant du cœur, parce que les recherches scientifiques ont maintenant démontré que, contrairement à ce qu'on pensait, le gros ordinateur dans le corps, c'est pas la tête, c'est le cœur. Le cœur est beaucoup plus qu'un organe qui pompe du sang. Le cœur a son propre système nerveux qui va coder, traiter l'information indépendamment du cerveau. Il va prendre des décisions indépendamment du cerveau. Il va aussi avoir son propre système de mémoire. On a déjà fait une transplantation cardiaque à quelqu'un qui ne jouait pas au tennis et tout à coup, la personne s'est découvert un goût et un talent pour le tennis. C'est de ce genre de mémoire-là que je parle. Donc, scientifiquement parlant, le cœur est en lui-même un cerveau. Et il va, d'ailleurs, le cœur d'un fœtus se met à battre et le cerveau n'est même pas formé, soit dit en passant. Donc, tout le cœur, on appelle ça aussi, selon certaines lectures, l'intelligence intuitive du cœur. Et la tête, c'est comme la défense, hein, c'est comme on est dans notre bruit mental quand on est dans notre tête. On est dans le passé ou dans le futur, on anticipe le futur ou on ramasse le passé.
mais on n'est pas dans le moment présent. C'est ce qu'on va aller apprendre à faire. Hein? Les autres images ici, c'est juste pour venir vous montrer l'impact des émotions négatives sur la variabilité du rythme cardiaque. Ces renseignements-là viennent du site HeartMath, Mathématiques du cœur. HeartMath, c'est un site anglophone, si vous le désirez, vous pouvez aller voir. Ils ont fait plein de recherches scientifiques sur le lien entre le cœur, le système nerveux, le cerveau et les émotions, en lien avec la performance et les facultés d'apprentissage. Donc, l'idée, on va le voir tantôt, c'est comment passer d'une variabilité cardiaque chaotique, comme vous voyez à gauche, pour en arriver, parce que la beauté de la chose, c'est que si le premier indicateur de mesure de stress, c'est le cœur, la variabilité cardiaque, on va faire en sorte d'aller influencer cette variabilité cardiaque-là pour qu'elle redevienne fluide et ordonnée. C'est mécanique, il n'y a pas de pensée magique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand notre cœur, on va voir concrètement tantôt comment, quand on réussit à influencer la variabilité cardiaque, il se met à devenir beaucoup plus fluide, ordonné, comme vous le voyez à droite sur le graphique. Le système nerveux, lui, dit il n'y en a pas de danger. Et le cortisol va diminuer et son antidote, le cortisol, c'est l'hormone de vieillissement, l'hormone de stress. Allons le voir. Et son antidote, le DHEA, qui est l'hormone de santé, de vitalité, va monter. Parce que les deux hormones viennent des glandes surrénales. Puis quand on a le cortisol dans le plafond, ben, le DHEA est dans le plancher. Fait que quand on réussit à influencer le cortisol à la baisse, ben, l'hormone, c'est là qu'on a plus de vitalité. Donc, voilà en gros ce qui se passe dans votre corps. Et tantôt, quand je parlais du système nerveux, le système nerveux, c'est que autonome, c'est lui qui va réguler toutes les fonctions du corps qu'on ne pense pas, le système digestif, le système immunitaire, etc. Et quand il est débalancé, c'est comme si on conduit une auto en pesant sur le break puis l'essence en même temps, ça use le corps, ça vient aussi beaucoup expliquer les problèmes de sommeil et ça prend beaucoup d'énergie. J'en parle plus longuement dans l'atelier. Là, je vais avancer un petit peu, mais au moins vous avez la notion. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on sait comment ça se passe? Y a-t-il un vaccin? Ben écoutez, voici ce qu'il y en est concernant les vaccins. Tout d'abord, je trouve ça important de vous dire rapidement qu'est-ce qui ne marche pas dans la gestion du stress. C'est d'aller éviter ce qui nous effraie. Si on a peur, par exemple, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, puis qu'on préfère se cantonner dans notre environnement qu'on connaît déjà, puis rester chez nous. Puis je pense, par exemple, en développement des affaires, on n'aime pas aller faire du réseautage, on évite. À court terme, c'est correct, mais à long terme, le problème qu'on évite devient encore plus grand. Donc, ça ne fonctionne pas. Se déresponsabiliser, être victime, hein, on dit c'est pas de ma faute, ça coûte trop cher, c'est trop difficile, en fait, on voit ça, pas vous, là, mais les gens autour de nous, hein, que c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute aux événements extérieurs. Ça marche pas non plus, parce que dans le fond, si on attend pour se sentir bien que les planètes soient toutes alignées, les éclipses, là, ça arrive pas souvent, donc c'est pas très bon pour gérer notre stress. Se faire rassurer. Quand on cherche constamment pour gérer notre stress à se faire rassurer, à court terme, ça fonctionne, mais à long terme, la force ne vient pas de nous parce qu'on dépend encore de l'extérieur. Si on ne se fait pas rassurer, on garde notre stress. Espérer un miracle, hein, ça va s'arranger tout seul un jour. Ou essayer des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Ça prend un engagement de votre part. On va le voir dans les prochaines diapositives. Aussi, la surconsommation d'alcool, de nourriture, de médicaments ou de drogue. Ça protège un soulagement à court terme, mais quand le lendemain, les jours suivants, ou la nourriture, peu importe, ou l'alcool, sur le coup, ça procure un soulagement, mais après ça, comme on dit, les problèmes reviennent, puis c'est un cercle vicieux qui se continue, puis qui est sans fin. Alors, voici pour ce qui ne marche pas. Maintenant qu'on sait ça, voyons maintenant la suite.
Ah, ça, c'est un autre concept super intéressant. Réduire le stress ou le gérer. Puis voyez bien, on passe du temps là-dessus plus en détail aussi quand on est ensemble. Quand je parle de réduire le stress, voyez-vous, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Réduire le stress, c'est, pour moi, le synonyme, c'est dire, je vais aller décompresser. Oui, c'est bien. Oui, ça fait du bien. Mais il ne faut pas se leurrer parce que quand va arriver la prochaine situation stressante, ça va recommencer. Pensez à un voyage, hein? Quand vous partez en voyage, on rush pour finir par partir. Puis quand on revient, les plus endurants vont attendre au lundi matin avant de se replonger dans le stress quotidien. Puis souvent, on est quasiment dans l'avion de retour, puis on commence déjà à s'en faire. Le 5 à 7, c'est super, mais le vendredi soir, mais pensez au blues du dimanche soir pour certaines personnes. Le massage, c'est le fun aussi, mais c'est le fun, c'est bien, mais après ça, c'est à recommencer. Fait que ça, c'est ce que j'entends par réduire le stress, c'est un soulagement temporaire du stress. C'est bien, il n'y a pas rien de mal à ça, ça n'en prend, mais encore faut-il aller encore une étape plus loin. Et voici pourquoi réduire le stress, ça marche pas tout le temps. C'est que, en fait, ça marche pas, c'est que nos émotions et nos pensées vont générer une réaction physiologique qu'on a vue tantôt. De là va découler une action, hein, une réaction, et avec le résultat qu'on connaît. Alors, tout ce qu'on a vu pour la réduction du stress, ça vient pas changer notre attitude quand on est vis-à-vis de la situation stressante. Maintenant, je vais vous introduire deux formes. Là, je vois bien que le temps passe, mais je trouve ça important de vous introduire aux outils pour que vous repartiez avec quelque chose de concret. Il y a deux portes d'entrée pour la gestion du stress, puis il y a un prérequis. Puis je vous dirais que le prérequis, c'est votre engagement. Votre engagement à prendre votre responsabilité dans le stress que vous vivez. C'est ma responsabilité d'aller changer ça, j'ai un pouvoir pour aller changer ça. C'est pas, ça dépend pas des circonstances. Donc, l'engagement à le prendre en main. Une fois que vous avez ça, il y a deux voies, deux portes. Un, c'est transformer la pensée, puis l'autre, on va le voir, c'est au niveau des émotions. Transformer la pensée, je vais vous mettre ça, j'appelle ça, moi, très brièvement, mon format PDF. Posture, discours, focus. Et pensez, l'image parle d'elle-même. Quand on a une posture de « Oh mon Dieu », prenez-la avec moi, là, la posture de quelqu'un que ça va donc bien mal, puis qui en a par-dessus les épaules. On a les épaules courbées, on est ici comme la personne à gauche sur la photo. Notre posture physique influence nos pensées et vice-versa. On pense à notre problème. Et notre focus est axé sur ces problèmes et non pas sur la solution. Maintenant, redressez-vous dans votre chaise, regardez droit devant vous, montez vos épaules, souriez, tout de suite, il y a un chiffre qui s'opère, c'est instantané, il faut juste y penser. Là, tout d'un coup, juste le fait d'avoir cette posture-là, elle est où votre pensée? Elle ne peut pas être down, ça remonte, c'est comme le nez de l'avion qui décolle. Puis là, maintenant, vous allez, vos pensées, bon, il y a une façon, il y a une solution, votre focus va s'en venir vers les solutions. C'est très simple. Aujourd'hui, je n'arrive pas avec une pilule pour les nerfs ou avec une phrase magique. Je ne réinvente pas la roue. C'est de remettre à votre attention deux processus et ceux qui vont venir avec nous pour la fin de semaine, on va avoir l'occasion de l'intégrer davantage. Mais là, au moins, vous avez l'information. Donc, quand il y a une situation là, qui vous problématique, qui vous challenge, changez votre posture. Puis, regardez mes pensées, là. C'est-tu des pensées noires, de schnout, là, j'allais dire? Ou est-ce que c'est des pensées axées vers la solution ou axées vers le problème? Pensez à ça, format PDF. Et pensez aux mots et aux mots que vous dites. Quand vous dites, des fois, mon Dieu, je suis donc bien niaiseuse, soyez attentifs les mots. Moi, j'ai déjà coaché quelqu'un qui me dit, Sylvie, plutôt mourir, c'est une gestionnaire, plutôt mourir que mon boss pense que je fais rien au travail. Elle est en train de mourir. Faites attention aux mots et aux pensées. C'est bon? Je continue.
D'ailleurs, l'enregistrement va être disponible si vous avez envie de le revoir. Maintenant, l'autre partie que je trouve, c'est pas ou les pensées ou les émotions, hein, ça peut être un et l'autre. Vous pouvez mettre ça ensemble, ces outils-là. Transformer les émotions. Ça veut dire que vous vous souvenez tantôt de ce qui se passe dans le corps. Fait que voici, je vais vous donner la technique de la cohérence cardiaque. Pour aller mettre votre corps en état de cohérence. Ça veut dire de ralentir l'activité cérébrale pour aller par la respiration, pour atteindre un point de neutre, pour réduire la charge émotive mécaniquement, là. Parce que les pensées, des fois, c'est comme de vouloir partir votre auto en hiver, elle étouffe, elle partira pas. Fait que quand même, vous y penseriez pendant... oubliez pas, c'est le cortisol. Vous ne pouvez plus penser parce que c'est l'émotion. Il faut y aller mécaniquement, par la respiration. Et quand on est stressé, vous remarquerez la respiration de survie. C'est une respiration où on va aller gonfler la cage thoracique ou encore on va complètement retenir notre respiration pendant un temps indéterminé. Alors, en situation de stress, mécaniquement, si on n'y pense pas, le corps, c'est comme ça, lui. Puis imaginez tout le temps qu'on fait ça quand on vit des périodes stressantes. Il y en a que c'est des coachés à moi, là, ça fait des années puis moi-même au début, des années que je respirais comme ça. Alors que la respiration, pour venir vous mettre en cohérence cardiaque, regardez bien ça, c'est, prenez les étapes en note ou allez revoir, puis vous pourrez le pratiquer. Là je vous donne l'information. C'est qu'au lieu de respirer par le nez, on connaît l'expression, c'est plutôt d'aller respirer par le cœur. Donc, quand il vous arrive une situation stressante, puis je vous conseille de vous entraîner à ça au moins 2 fois par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour changer votre physiologie. OK? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de ramener vos pensées sur la région de votre cœur pour qu'ils arrêtent de se promener partout. Deuxième chose, respirez lentement puis profondément en gonflant votre ventre et non pas la cage thoracique. Un truc, couchez-vous sur le dos, mettez un livre ouvert sur la cage thoracique, un livre ouvert sur le ventre et puis organisez-vous pour que le ventre lève plus que le thorax. Fait qu'avec la pratique, parce que des fois ça a l'air simple, mais des fois ça demande tout qu'un apprentissage. Et l'idée, c'est là, vous vous centrez sur la région du cœur, vous respirez lentement à votre rythme, là, pour que ce soit naturel. L'idée, c'est de gonfler votre ventre comme pour faire éclater votre ceinture de pantalon. Puis vous allez, c'est le contraire, mesdames, de ce qu'on fait au restaurant, mais là, c'est où on est stressé, le ventre serré, rentré, au bedon, on est relax, le ventre sorti, là. C'est à vous autres de choisir. Vous faites des blagues. Et quand vous avez trouvé votre rythme, OK? Vous allez le sentir. Là, l'autre étape, c'est d'aller penser à quelque chose ou à quelqu'un qui vous amène un sourire dans le visage. Quelqu'un ou quelque chose qui vous amène un sentiment de gratitude, de bienveillance et d'amour. Pourquoi? C'est pas compliqué. C'est parce que penser comme moi, je pense à mon fils, à mes amis, à ma chatte, à toute la gratitude que j'ai de vivre la vie qui me passionne. Quand on pense à ça, notre cœur, moi, il se gonfle comme un ballon d'hélium. Qu'est-ce que ça fait? Ramenez-vous à l'image qu'on a vue. Le cœur, au lieu de battre d'une façon chaotique, il va devenir plus fluide, plus régulier. Et, je vous le dis, c'est avec la pratique, matin et soir, juste ça, mais tout ça, avec le temps, vous allez être capable, mesdames et messieurs, en pleine action, parce que la cohérence cardiaque, contrairement à d'autres techniques qui sont très bonnes, mais qui demandent un plus gros degré d'absorption, comme la médication, pas la médication, mais la méditation ou le yoga, il y a plein que vous ne pouvez pas faire en pleine action. T'sais. Si vous avez votre projet d'affaires à présenter, vous ne pouvez pas dire, excusez-moi, mais allez faire la position du soleil levant, puis je vais revenir dans 10 minutes. Par contre, vous êtes capable, en regardant la personne, de respirer profondément, puis de rester en pleine possession de vos moyens, parce que le cortisol, il ne montera pas, là, lui. Vous allez rester sharp, vous allez rester observateur, sans le plus détaché possible de la situation.
Vous pourrez le réécouter, puis on pourra en reparler. C'est l'essence que je voulais vous livrer. Brièvement aussi, parce que là, j'excède sur mon temps, pour la cohérence cardiaque, il y a un appareil de feedback qui est disponible, qui vient vous dire la lecture de ce qui se passe en avant de vous, dans votre corps, et vous pouvez donc vous entraîner concrètement et mesurer vos progrès en sérénité. Vous pouvez développer la compétence de sérénité, pareil comme on développe une technique de peinture, de golf. On n'a pas besoin d'avoir de talent ou de caractère particulier. Tout le monde y arrive et il y a des appareils d'entraînement pour ça. OK. En conclusion, pour chapeauter tout ça, je vous dirais qu'une saine hygiène de vie, puis je vais prendre encore une petite minute, là, j'entends Lavender à côté de moi, c'est bon, je vais juste prendre une petite minute pour vous dire que tout ça, ça fait partie d'un tout. Et quand on en fait un rituel, une façon de vivre, c'est une philosophie de vivre, de dire quand je ressens une émotion stressante, c'est quoi que je ressens? Je transforme ma pensée, ma posture, je respire par le cœur ou je fais ma cohérence cardiaque. Puis en même temps, j'ai une hygiène de vie saine. On le sait, l'alimentation a un effet sur le système nerveux. La qualité du sommeil est importante. Les activités physiques aussi. Et je parlais de la gratitude. Passez une journée là, en vous levant le matin, à remercier. Chaque fois que vous avez quelque chose à remercier, là, on va vous dire votre état d'esprit ne sera pas le même dans la journée. Puis on est plus attaché, c'est important. En tout cas, c'est ma croyance à moi, mais ça donne d'excellents résultats à ceux que je vois qui l'utilisent et à moi de pratiquer la gratitude. Et le petit Olivier à votre gauche, c'est une philosophie de vie. Et en terminant, je voudrais juste vous dire, comme choisissez-vous une philosophie de vie. Personnellement, je vous réfère, vous pourrez aller faire une recherche sur Internet. Moi, une philosophie de vie, entre autres, qui m'accompagne beaucoup, ce sont les 4 accords Toltec. T-O-L-T-E-Q-U-E-S. Pour moi, les 4 accords Toltec, je vais finir là-dessus. C'est simple, les principes de vie, mais c'est magnifique. Premier principe de vie, que votre parole soit impeccable. En bon français, ça veut dire non seulement je ne bitche pas les autres, mais je ne me bitche pas non plus. Une parole impeccable. Deuxième accord Toltec, ne prenez rien de façon personnelle parce que c'est toute une perception, on l'a vu tout à l'heure. Ne rien prendre de façon personnelle. Avec la cohérence, vous pouvez vous détacher. Le troisième, qui va joindre la communication, ne présumez jamais de rien. Quelque chose, vous vous posez une question, quelqu'un ne vous salue pas, réagit d'une drôle de façon, vous ne comprenez pas quelque chose, ne présumez pas, ayez le courage d'aller demander des précisions pour bien comprendre. Ne faites aucune supposition. Et la quatrième, que j'adore pour les perfectionnistes, c'est faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Quand vous avez une situation, est-ce que c'est le mieux que je peux faire? Oui, parfait. Et vous allez voir, on pourra en reparler plus loin plus tard, mais déjà, ces 4, on pourra vous mettre aussi le lien sur le site pour que vous puissiez aller voir ces 4 accords-là, si ça vous intéresse, en vidéo. Donc, écoutez, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager avec vous ce soir avant de quitter. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou avec quoi vous repartez? C'est à votre tour là, de m'écrire ça. Là. Pendant ce temps-là, j'en profite pour respirer profondément dans le fond du ventre. Et j'entends Lavender qui s'approche tranquillement, qui va vous dire le mot de la fin. OK. C'est beaucoup d'informations, oui, effectivement. Je vous invite à aller le relire. Je trouvais tout ça important, mais vous avez la chance d'avoir accès à tout l'enregistrement puis à toutes les diapositives. Donc, allez-y, c'est à petit morceau. Je dis toujours que tout se mange tranché mince. Maintenant, vous avez l'information, vous pouvez y retourner. Si vous venez au week-end avec nous, bien comme je dis, un webinaire informe,
une formation va former, puis un coaching va vous permettre d'intégrer tout ça. Alors, merci beaucoup. Les fonctions du cœur m'ont vraiment intéressé, une découverte. Ben, merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Davender. Merci beaucoup, Sylvie. Moi, j'ai appris des choses aussi. Puis, ça vient confirmer quelque chose que j'avais vécu dans un cours d'introduction au yoga, où est-ce que j'ai appris comment respirer par le ventre. Et je comprends maintenant pourquoi ça fonctionnait pour réduire mon stress puis me faire reconnecter et même mieux me centrer. Donc, c'est très intéressant. Et je dois dire, c'est la première fois aussi que j'entends Sylvie présenter tout le concept justement du heart math puis comment fonctionne le lien du cœur comme étant le centre pour pouvoir se centrer justement. Donc, et c'est certain lors du week-end Entrepreneurs sans limite que nous allons avoir l'occasion d'approfondir ces idées-là et de faire l'expérience, justement, de se reconnecter avec son cœur. Très brièvement, le concept Entrepreneurs sans limite, ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous aider à développer votre clarté, votre conviction, votre confiance et votre courage afin d'allumer la passion en vous, de voir grand et aussi la discipline pour exécuter votre vision. Les détails complets de l'offre Entrepreneurs sans limite sont ici. Le mini-site est aussi sur Facebook. Il y a 2 parties. L'étape exploration, les webinaires que vous êtes en train de voir, et aussi le week-end d'immersion qui va commencer le 26 et 27 novembre 2011. Et aussi, nous allons le présenter à nouveau en 2012 et au-delà, j'espère. Vous avez nos coordonnées ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Sylvie directement avec vos questions, vos commentaires. Je suis d'accord, c'était beaucoup d'informations aujourd'hui, mais je trouve que c'est important que de faire justement l'exploration de c'est quoi le stress, d'où vient le stress, de démystifier comment répondre au stress de façon constructive. Et j'espère que vous partez avec quelques outils aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont participé ce soir. Merci à ceux d'entre vous qui regardent l'enregistrement. Nous revenons le 2 novembre. Sylvie va vous revenir le 2 novembre justement pour le webinaire numéro 5. C'est comment changer de perspective pour mieux voir vos solutions. Donc, bonsoir et bon succès dans l'évolution de vos projets d'affaires.